Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Génie de l'hédonisme. Aujourd'hui, le matérialisme hédoniste Abderrita. Bien, bonsoir et merci pour votre fidélité. Je voudrais consacrer avec vous cette séance à la question du matérialisme hédoniste de Démocrite. On a parlé de lui la dernière fois, faire un petit portrait pour expliquer qui il était, comment il fonctionnait. Je voudrais revenir un petit peu pour commencer sur la question des anecdotes. Ensuite, on abordera la question de l'invention du corps contemporain d'une certaine manière, donc on envisagera la question du matérialisme. Et puis ensuite, on essaiera de voir quel type d'éthique peut être induite par cette physique et quel hédonisme peut être fabriqué par Démocrite. Un matérialisme, un hédonisme, donc un matérialisme hédoniste. Sur la question des anecdotes, je vous avais promis que nous reviendrons non pas sur les femmes vierges, mais sur cette anecdote très précisément, qui permet à Démocrite de dire un soir à une demoiselle qui passe dans la rue « Bonsoir mademoiselle » et « Bonjour madame » à la même dame qu'il voit le lendemain, tout simplement parce que des simulacres se sont échappés d'elle et sont l'occasion pour Démocrite de constater qu'elle a perdu sa virginité. Je dirais que ce serait cette anecdote et d'autres qui existent chez Diogène Laërce et qui sont rapportées concernant Démocrite. Ces anecdotes montrent la primauté du nez. On ne dit pas assez combien la philosophie classique, occidentale et idéaliste a détesté le nez. Et puis quelles expressions finalement procèdent de cette détestation. Quand vous ne pouvez pas blairer quelqu'un, vous ne pouvez pas le piffer, vous ne pouvez pas le sentir. Il y a quelque chose qui procède de manière assez lointaine, mais qui en procède tout de même du matérialisme et des atomes qui circulent. On ne peut pas le blairer parce que les atomes qui viennent de lui, les simulacres qui proviennent de lui, entrent en relation avec nous et n'entretiennent pas une bonne relation. On n'est pas très heureux de ce qu'on sent de l'autre ou ce qu'on ressent de l'autre. Je dirais les matérialistes ont toujours célébré l'olfaction et le goût en considérant qu'il n'y avait pas 5 sens et une possibilité de les hiérarchiser avec les sens extraordinaires qui seraient les sens nobles, qui seraient les sens de la mise à distance. Je vois, j'entends et je n'ai pas de contact avec le réel, donc c'est parfait. En revanche, je goûte ou je touche ou je sens et j'ai un contact beaucoup trop direct avec le réel, donc c'est moins intéressant. Il y a dans l'histoire de la philosophie occidentale cette opposition entre des sens nobles et des sens ignobles, entre des sens qui peuvent permettre une esthétique. Si vous vous occupez de peinture ou de musique, personne ne viendra vous dire que vous avez tort, vous êtes vraiment sur le terrain de l'esthétique, sur le terrain des beaux-arts. Si en revanche vous revendiquez l'esthétique pour le nez ou pour la bouche, si vous pensez que l'œnologie ou la gastrologie peuvent être des beaux-arts, au même titre que la peinture ou la sculpture, on vous demandera des comptes, parce que nous sommes sur ce régime d'écriture platonicien qui néglige l'olfaction et la question du corps. Je dirais toutes ces petites histoires qu'on rencontre chez les matérialistes, Leucippe et Démocrite, on va finir avec Démocrite aujourd'hui, mais on verra aussi avec Lucrèce et quelques autres, combien les matérialistes sont friands de ces petites histoires qui montrent que nous sommes en permanence dans un univers de simulacres. Les petites sagas miniatures qu'ils nous proposent sont finalement des occasions mnémotechniques, sont des occasions de mémoriser facilement en fait. Et on retrouve peut-être un peu le propos qui est le nôtre dans la philosophie populaire. Comment est-ce qu'on peut finalement proposer à des individus des raccourcis de pensée complexes, mais avec des anecdotes qui sont susceptibles de faire sens et qu'on peut se remémorer en permanence, comme un petit vadémécum qu'on aurait sur soi et qui nous permettrait de savoir comment on peut se comporter en matérialiste ou ce que ça peut bien vouloir signifier qu'être matérialiste et puis évidemment hédoniste. L'invention du corps chez Démocrite est assez singulière parce que quand on s'en vient consulter les fragments, vous savez combien ils sont parfois sujets à caution, difficiles pour l'interprétation, mais quand on s'en vient regarder le corpus qui subsiste sur la question du corps, on est étonnamment frappé par la modernité des positions de Démocrite sur la question du corps. Je pense qu'un médecin ou un chirurgien d'aujourd'hui pourrait tout à fait reprendre à son compte les hypothèses de Démocrite et constater que les intuitions sont relativement fondées. On a un corps moderne qui est inventé dès cette époque-là. Les thèses du matérialisme, vous vous en souvenez, on en a déjà parlé, hein, les atomes sont en nombre infini, les combinaisons sont en nombre infini également, et ces atomes sont en mouvement dans le vide. Voilà à partir de quoi on fabrique une physique qui, elle, va produire une métaphysique.
Il n'y a donc que des atomes en mouvement, il n'y a qu'une causalité immanente et matérielle, pas de Dieu, pas la peine d'aller chercher ailleurs que dans l'agencement de la matière ce qui a lieu et ce qui nous fait être ce que nous sommes. Tout passe. C'est aussi une thèse essentielle chez les épicuriens. L'éternité est une fiction, ou alors si l'éternité existe, ce n'est que l'éternité du changement. Il n'y a que le changement qui soit réellement éternel. Pas de place pour les dieux, une place cardinale pour les hommes, une place cardinale pour l'individu. En fait, le monisme philosophique que Démocrite nous propose, c'est un monisme qui nous concerne aussi. Nous sommes au centre, il s'agit de nous fabriquer comme un univers à part entière. Il s'agit de prendre en considération notre nature matérielle et faire un meilleur usage de nous-mêmes en attendant la mort. On avait déjà également abordé la question de l'âme et du corps. Est-ce qu'on peut, par exemple, parler de l'âme, parler du corps, être matérialiste et en même temps revendiquer ce fameux monisme? S'il n'existe qu'une seule réalité, comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'un côté une âme et de l'autre côté un corps? Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? Vous savez que c'est un problème qui a été une espèce de monstre permanent et récurrent dans l'histoire de la philosophie, que certains ont pensé qu'il y avait deux réalités, d'autres qu'il n'y en avait qu'une, que certains se sont posé la question de la liaison de ces deux réalités, Descartes étant le plus célèbre. Eh bien, on va essayer de voir comment les matérialistes, et précisément Démocrite, disent qu'il existe une âme, qu'il existe également un corps, et que cette âme et ce corps ne procèdent que d'une même matière. Ça n'empêche qu'on peut parler tout de même, chez Démocrite, d'un matérialisme et de rien d'autre. C'est une position de combat, la position de Démocrite. Et la position matérialiste est toujours une position de combat. C'est pas étonnant si aujourd'hui la coupure se fait encore entre des matérialistes et des idéalistes, y compris chez des philosophes modernes et contemporains. C'est récurrent de voir réapparaître une césure entre ceux qui considèrent qu'il n'y a que de la matière et que tout s'arrête à ça, et ceux qui considèrent qu'il y a autre chose et plus que de la matière. Je relisais un petit peu de Bergson en pensant à vous hier soir pour voir comment lui essayait de résoudre ce problème de la liaison. C'est une espèce d'essai de dépassement assez fin, et c'est peut-être le seul qui ait réussi à dépasser cette apparente contradiction en parlant d'élan vital, une espèce d'énergie qui pour le coup est matérielle sans être matérielle. Enfin, si le Dieu des matérialistes nous prête vie, on abordera ça un jour, mais on n'y est pas encore. Je dirais le matérialisme de Démocrite, il est un matérialisme de combat parce que d'abord, il est anti-pythagoricien. Anti-pythagoricien et donc aussi anti-platonicien. Bien évident que quand on a dit de Platon qu'il était l'homme du dualisme, l'homme qui opposait le corps et l'âme, l'homme qui considérait qu'il y avait d'un côté la bonne âme et puis de l'autre côté le mauvais corps, eh bien cet homme-là, il est un penseur qui recycle Pythagore. Comme Démocrite recycle Leucippe, eh bien Platon recycle Pythagore, et on a une tradition de la coupure, d'une certaine manière, de la coupure douloureuse entre le corps et l'âme. Ce corps de combat que nous propose Démocrite, il est anti-pythagoricien, il suppose qu'il n'y a pas une âme séparée, un corps séparé, mais un agencement assez singulier. Alors pour résoudre ce problème, comme il existe la glande pinéale chez Descartes, c'est le lieu chez Descartes que le philosophe croit avoir trouvé et dans lequel se lierait le corps et l'âme, eh bien pour résoudre le problème de la liaison du corps et de l'âme chez Démocrite, il faut passer par deux concepts, et qui renvoient évidemment aux atomes. Je vous avais dit qu'il n'y avait que les atomes, donc il y a d'un côté des atomes somatiques, de l'autre côté des atomes psychiques. C'est clair, je dirais en termes d'étymologie, le soma c'est le corps, psyché c'est l'âme, donc il y a des atomes qui relèvent purement du corps, et il y a des atomes qui disent l'âme, mais qui sont tout de même aussi des atomes. Donc il faut considérer qu'il existe une âme, qu'elle est matérielle, qu'il existe un corps, qu'il est matériel aussi. Comment est-ce que se fait cet agencement? Je dirais les atomes psychiques, eh bien il faut les penser en termes d'image, en termes de métaphore. Démocrite considère qu'ils sont lisses, qu'ils sont ronds et qu'ils sont chauds. Et donc imaginez une espèce de boule de pétanque portée à l'incandescence d'une certaine manière, et vous avez ce qui ressemble à l'atome psychique, à ce qui constitue l'atome de l'âme. Ils sont ces atomes lisses donc et sphériques, arrêtés par rien, chauffés par l'agitation, et c'est ce qui fait que nous pensons, que nous réfléchissons, c'est ce qui fait que nous sommes capables de nous mouvoir. Tout ce qui est motricité, sensibilité et pensée, chez les matérialistes antiques, procède de l'agencement de ces atomes-là.
atomes psychiques donc qui sont à mettre en perspective sur le mode du damier ou du contrepoint d'une certaine manière, si la métaphore parle aux musiciens ou aux mélomanes. Il y a d'un côté les atomes psychiques, de l'autre côté les atomes somatiques, et l'un ne va pas sans l'autre. Ils sont séparés mais unis. Il n'est pas question dans la physique, je dirais, de Démocrite qu'il y ait des atomes séparés. L'un suppose l'existence de l'autre et la condition de possibilité de l'un, c'est l'autre. De telle sorte que l'agencement suppose que tout ce qui est psychologique, tout ce qui est métaphysique ou ontologique, on verra peut-être ensuite, mais tout ce qui est psychologique relève de la physique. Tout est réductible à des agencements, à des agencements physiques. Cette alternance du corps et de l'âme, elle suppose qu'il n'y a pas un corps d'une part et une âme de l'autre côté, séparés, mais qu'à chaque fois que vous avez du corps, vous avez de l'âme. À chaque fois que vous avez de l'âme, vous avez du corps. C'est donc assez singulier de penser dans ces termes-là, puisque vous apercevez que l'âme est matérielle et que là où est la matière est l'âme. Il faut donc se résoudre à ne pas séparer et à ne pas voir même de coupure au sein même de l'atome. Il n'y a pas de coupure dans le réel, il n'y a pas de coupure dans le monde, il n'y a pas de coupure dans le corps, il n'y a pas non plus de coupure dans l'atome. Les atomes sont ainsi constitués qu'il y a du psychique et du somatique, et qu'à partir de ce moment-là, on a fabriqué l'identité de tout un chacun. Là où est la matière et l'âme, ça nous permet de résoudre un problème qu'on avait envisagé récemment pour voir comment on pouvait résoudre cette apparente difficulté. Les deux termes sont deux modalités qui signifient une même réalité. Il n'y a qu'un corps, il est dissible de plusieurs manières, il est abordable de plusieurs manières. On pourrait se poser la question de la vitalité, c'est-à-dire que chacun d'entre nous est plus ou moins doué de santé, de force ou de vitalité. Certains sont des natures lentes, d'autres sont des natures rapides. Il y a des gens qui ont besoin de temps, d'autres qui sont dans la rapidité en permanence. On ne choisit pas. À aucun moment on ne peut imaginer, par exemple, qu'on pourrait vouloir cet état de fait. On est voulu par une réalité qui nous fait être ce que nous sommes. Dans la grande logique du hasard et de la nécessité, il y a une nécessité pour Démocrite. D'une certaine manière, il y a un paradoxe, mais nous ne choisissons pas ce que nous sommes, et nous sommes ce que nous sommes uniquement parce que les agencements sont ce qu'ils sont. Les agencements qui vous constituent, et qui me constituent moi, nous font être ce que nous sommes, et d'une certaine manière, on n'a pas le choix entre un tempérament puissant ou un tempérament qui ne le serait pas, une grande santé, pour le dire dans les termes de Nietzsche, ou la maladie qui lui correspond sur le terrain inverse. Imaginez donc qu'en termes de quantité, vous obtenez des qualités, c'est-à-dire que si vous avez des atomes psychiques en quantité, ou si vous avez des atomes psychiques qui font défaut, ou des atomes somatiques en quantité ou qui font défaut, vous aurez des comportements, vous aurez des façons d'être, vous aurez des façons de penser, les tropismes, ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes et qui vous conduit vers des habitudes, finalement, procèdent d'un agencement, et uniquement de cet agencement-là que nous n'avons pas choisi, mais qui nous a choisi. Votre vigueur, votre santé, votre force et votre énergie procèdent d'une nécessité pure et simple. On verra comment ça pose problème, cette position métaphysique, parce que on peut évidemment poser légitimement la question, s'il n'y a que de la nécessité, il n'y a pas de liberté, comment pourrais-je vouloir une éthique de l'hédonisme? Comment est-ce qu'on va pouvoir arriver avec cette apparente contradiction à dire il existe une physique, il n'y a qu'une physique, mais en même temps une éthique est possible et qui ne soit pas réductible à cette logique de la nécessité. On va voir comment il y a une possibilité de résoudre ou d'envisager la résolution de ce problème-là chez Démocrite. Quand il propose une théorie de la vie, il propose aussi une théorie de la mort, Démocrite, qui est une théorie qui nous réconcilie d'une certaine manière avec le fait d'avoir à mourir. C'est-à-dire que les platoniciens, les pythagoriciens, puis les chrétiens plus tard, considèrent que la mort, c'est le détachement de l'âme du corps, qui quitte le corps, donc, et qui s'en va dans un ciel des idées, ou qui s'en va dans la mythologie chrétienne, dans l'enfer, le paradis ou le purgatoire. Il se fait que chez Démocrite, la mort est réductible à un phénomène purement matériel. Il y a une certaine chaleur à nos atomes. Quand cette chaleur baisse, disparaît, descend, s'en va, eh bien la mort apparaît d'une certaine manière. La mort, c'est la raréfaction des atomes les plus chauds dans notre corps. Il y a des atomes chauds, eh bien quand ces atomes disparaissent, quand ils se refroidissent d'une certaine manière, la mort apparaît. Le froid du froid, d'une certaine manière, c'est le squelette. Le squelette chez Démocrite est constitué uniquement d'atomes froids. On pourrait d'ailleurs, à la lumière de ces hypothèses matérialistes et qui nous permettent de penser la vie et la mort en termes de physique, reconsidérer la petite anecdote que je vous proposais l'autre jour et qui permettait d'envisager le corps de Démocrite dans du miel.
Effectivement, ça paraît assez contradictoire avec l'option métaphysique, donc physique, de Démocrite, mais on peut aussi imaginer que le miel aurait pu conserver un corps dans lequel un peu de chaleur aurait pu durer encore. C'est d'une certaine manière une façon aussi, c'est une autre hypothèse de lecture, mais d'envisager la survie ou de gérer d'une certaine manière un peu de son immortalité. Sur la logique du corps et de l'âme, même si ce sont, je vous le répète, deux modalités d'une même réalité, il y a un tout petit texte extrêmement intéressant, assez bref, mais qui est assez intéressant parce que il est sous forme allégorique, je dirais. C'est une allégorie que j'appelle du tribunal, et Démocrite dit on devrait permettre au corps de porter plainte d'une certaine manière contre l'âme. Et si le corps portait plainte contre l'âme, il aurait raison, on lui donnerait raison. Car l'âme est à l'origine de nos malheurs, de nos douleurs et de nos souffrances. Toute cette logique atomique, tous ces atomes de la vitalité et de l'énergie, ce sont les atomes qui nous font être désirants, qui nous font être dans l'instinct, qui nous font être dans la pulsion. C'est ce qui cause la mort. C'est ce qui cause la mort, c'est pas seulement la mort, mais je dirais c'est ce qui cause la douleur et la souffrance. C'est ce qui cause la négativité. Démocrite dit si le corps intentait un procès à l'âme, il le gagnerait justement parce que les atomes incandescents sont problématiques. La grande quantité d'atomes incandescents dans un corps est la cause de notre incapacité à choisir, à être libre, et notre déterminisme est tout entier dans cette logique du corps fabriqué d'atomes incandescents. La chair obtiendrait donc réparation. Et c'est là que se noue un peu difficilement chez Démocrite, d'abord parce que les textes font défaut, ensuite parce que les logiques sont assez contradictoires, parce que vous avez des individus qui citent Démocrite et qui sont pas forcément dignes tous de confiance. Donc la question de la jonction se fait difficilement entre la liberté et la nécessité, mais il y a, dit Démocrite, une obligation éthique à faire de telle sorte qu'on équilibre les deux forces. Il ne faut pas que dans le corps qui est le vôtre, les atomes somatiques prennent le dessus. Il ne faut pas que les atomes psychiques prennent le dessus. Il faut d'une certaine manière obtenir un équilibre qui permettra une juste mesure. L'expression se retrouvera chez Aristote, mais n'est pas chez Démocrite, mais il est pour une espèce de mesure qui permettrait de ne pas faire de telle sorte que certains atomes prennent le dessus et nous fassent être soit des purs objets de notre corps, des objets de notre désir, de nos pulsions ou de nos désirs, ou de nos instincts. Que doit viser cette éthique, dit Démocrite? Elle doit viser la joie. Alors, comme la question se pose avec tous les gens qui nient l'existence de la liberté, on verra que d'une certaine manière, la seule liberté, paradoxalement, que Démocrite nous permette, c'est la liberté d'adhérer au réel comme il est, de consentir au réel comme il nous exige, comme il nous requiert. Après cette petite théorie du corps, cette petite théorie de l'âme, ces digressions sur les atomes somatiques et les atomes psychiques, il faut considérer la morale de Démocrite comme une morale qui permet le plaisir pris à soi-même. Je dirais que la grande formule de l'hédonisme ou de l'eudémonisme, vous connaissez maintenant les distinctions, je dirais, mais la grande formule, on dira, de l'hédonisme de Démocrite, c'est le plaisir pris à soi-même. Démocrite dit qu'on peut prendre plaisir à soi-même quand on ne craint rien ni personne. Il s'agit de ne craindre ni les dieux, ni qui que ce soit dans la nature, ou ni quoi que ce soit dans la nature, fabriquer d'une certaine manière son autonomie. Il y a une méthode pour ça, presque des trucs. J'ai essayé à partir des fragments qui nous restent de faire une espèce de petite typologie des pratiques qui nous permettent d'envisager un hédonisme assez facilement constructible. Ça suppose, et je vais m'expliquer sur les termes parce que je vais utiliser des expressions qui sont des expressions tardives et nettement postérieures à Démocrite, mais ça suppose par exemple qu'on pratique dans une perspective utilitariste. Alors, le terme est très connoté en philosophie. L'utilitarisme, c'est une pensée qui est fabriquée par John Stuart Mill, qui procède, on envisagera ça aussi parce que c'est un moment important de l'histoire de la philosophie hédoniste, mais qui procède d'Helvétius en France et qui suppose que l'utilité est le critère. Donc il est bien évident qu'il n'y a pas d'utilitarisme à proprement parler chez Démocrite, mais qu'on peut utiliser ce terme-là. Il faut considérer que l'utilitarisme de Démocrite, il suppose que le contentement et l'agréable définissent l'utile. C'est le contentement et l'agréable qui définissent l'utile. Inversez la proposition et vous avez le mécontentement et le désagréable qui définissent l'inutile. L'utile et l'inutile, c'est ce qui correspond très précisément au bien et au mal. Ce ne sont pas des termes qu'utilisent les présocratiques bien volontiers, mais ça nous permet de voir que dès cette époque-là,
se constitue l'opposition qui existera longtemps, qui existe encore aujourd'hui, je dirais, entre les morales de la vertu et les morales du bien. Les morales de la vertu, elles sont essentiellement représentées par Kant, qui suppose qu'il faut faire le bien par vertu, ou par l'obligation d'obéir à la vertu parce qu'elle est vertu. Les morales du bien considèrent que le bien est fluctuant, qu'il faut décider, que le bien n'est pas toujours le même dans tous les lieux, dans toutes les circonstances et de toutes les occasions. Je dirais qu'il y a une ligne de force dans la philosophie hédoniste, elle est souvent utilitariste, elle est presque toujours d'ailleurs, et elle est rarement une morale de la vertu, et elle est presque toujours une morale du bien. Que dire du plaisir dans cette affaire? On se trompe toujours quand on considère que l'hédonisme c'est une jouissance sans conscience, c'est une jouissance de l'instinct pur et de la pulsion qui serait débridée et abandonnée à elle-même. Le plaisir n'est pas le bien chez Démocrite. Il n'y a pas une identité entre le plaisir et le bien, mais il en est le signe, il en est la trace. C'est la preuve d'une certaine manière. Le plaisir est la preuve de l'existence du bien. Le bien étant, je vous le répète, ce qui permet l'utile. Alors l'utile, c'est quoi? Eh bien, c'est à mettre en perspective avec ce que ça permet. Réaliser une vie qui permette la paix avec soi-même, donc avec les autres, donc avec le monde, ce sera considéré comme utile et bon dans l'éthique de Démocrite, ce qui permet une adhésion au monde, une adhésion au réel et une paix recouvrée avec soi-même. Deuxième petit, pas néologisme, deuxième terme que je vais utiliser, que je vais forcer d'une certaine manière, comme l'utilitarisme est un terme qui est nettement postérieur, le sensualisme est un terme qui est nettement postérieur aussi à Démocrite, mais il faut aussi penser en sensualiste. Qu'est-ce que c'est qu'un sensualiste? C'est quelqu'un qui considère que la connaissance ne peut se faire qu'à partir des sens. Ça paraît évident, mais nombre des philosophes considèrent que la connaissance, elle peut se faire à partir des idées a priori, à partir des formes pures de la sensibilité, à partir d'un certain nombre d'a priori. Puis vous avez une tradition qui considère que non, on ne peut connaître qu'à partir du moment où on appréhende. D'où les sens dont je vous parlais tout à l'heure, et l'olfaction, par exemple, pas question de se priver d'un des 5 sens pour connaître, puisque quelqu'un qui se contenterait de la vision pour connaître, ou qui se contenterait de l'audition pour connaître, n'aurait de vision n'aurait d'appréhension du monde, je dirais, que visuelle et auditive, c'est-à-dire extrêmement parcellaire. On tâchera aussi peut-être d'arriver un jour à Condillac et au sensualisme, une anecdote qui permet avec une statue qui ne serait douée que d'un seul sens de voir ou d'envisager comment on pourrait percevoir le monde si on était doué d'un seul sens. Et je dirais ce sensualisme, il existe déjà en germe dans la philosophie de Démocrite, et il considère que le vrai, c'est la représentation de l'objet. Souvenez-vous de la théorie du simulacre, on est dans une logique absolument opposée à celle de Platon, qui considère que la vérité a à voir avec un référent idéal, que la vérité elle suppose une idée pure, que la vérité de cette bouteille, d'une certaine manière, elle a à voir avec l'idée de la bouteille, qui elle existe indépendamment des formes, des allures matérielles de cette bouteille. Je dirais l'anti-platonisme de Démocrite passe par un sensualisme qui, comme l'utilitarisme, définit assez volontiers la tradition hédoniste sur les 25 siècles qui courent. Là où est le monde et la vérité. Il y a une identité chez Démocrite entre le monde et la vérité. Il pense assez peu en termes de vrai et de faux, en termes de bien et de mal. C'est nous qui pouvons a posteriori interroger ces textes-là avec des catégories qui sont les nôtres et qui fonctionnent depuis et qui sont aussi les catégories utilisées par la philosophie occidentale. Mais je dirais il y a un désir de réduire le réel au vrai et la vérité au réel qui paraît une évidence mais qui n'est pas sans intérêt. Quand une bonne partie de la philosophie nous invite à penser autrement, nous invite même à croire que ce qui est essentiel, ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on goûte ou ce qu'on touche, c'est essentiellement ce à quoi ça renvoie, derrière, dans ce que Nietzsche appelait les arrière-mondes. Il n'y a pas d'arrière-monde, dit Démocrite, ce que vous voyez, c'est la réalité, ce que vous sentez, ce que vous goûtez, c'est la réalité, ce que vous touchez, c'est la réalité, et il n'y a pas d'autre réalité que ça. Ça paraît une évidence, mais il faut dire que en termes de philosophie, c'est pas toujours une évidence, et c'est même souvent considéré comme une philosophie de moindre qualité, soit l'empirisme, soit le sensualisme, cette idée que nous ne connaîtrions qu'à partir de nos sens, les sens étant trompeurs. On considère que bien souvent on ne connaît que de manière approximative, puisque les sens ne peuvent pas être considérés comme des voies d'accès sûres à la vérité.
Souvenez-vous des simulacres. Les connaissances, elles ne se font pas en référence avec l'idée, mais avec la circulation atomique, là encore. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous percevez, tout ce que vous entendez, ça suppose un agencement d'atomes et ça suppose une circulation de ces atomes qui vont être saisis par votre système perceptif. Ce qui se détache de votre corps ou de votre être, ce qui part de vous, la parole est aussi atomique d'une certaine manière, tout ça circule, s'en va et vient et touche les sensations de tout un chacun qui est à même de décoder à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que les intersubjectivités, les rapports entre les sujets, se font en relation avec les circulations atomiques. Nous sommes dans une espèce d'immense, dans un immense monde où ne font que circuler des petits atomes qui sont crochus, qui sont lisses, qui sont ronds, qui sont sphériques, qui vont plus ou moins vite, qui vont plus ou moins bien aussi. Et il faut imaginer le réel comme ce qui est uniquement réductible à ces agencements. Quand Clément Rosset aujourd'hui parle du réel comme d'une idiotie, en jouant sur l'étymologie et sur ce que signifie le grec d'idiotie, c'est-à-dire sans double, il a raison. Il y a des métaphysiques qui supposent des arrière-mondes, il y a des métaphysiques qui supposent que là où est le réel, il y a la matière, là où est la matière, il y a le réel, et le réel, la matière et le vrai coïncident absolument. On a dans cette logique utilitariste, sensualiste, des possibilités d'envisager ce qu'on appelle aussi en philosophie le perspectivisme. Ça c'est pareil, c'est une grande révolution méthodologique. Perspectivisme et relativisme. Nietzsche fera ses choux gras, je dirais, de ces positions-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. On ne pense pas le réel en termes de vrai, ou alors ce sont uniquement des termes qui nous permettent de le qualifier comme vrai, mais la vérité, elle est relative à la perception qu'on en a. Il est bien évident que quelqu'un qui serait doué d'un sixième sens, ou quelqu'un qui ne disposerait pas de ces cinq sens, disposerait d'un accès à la réalité qui serait différent de celui de son voisin, eh bien la réalité, elle serait en relation avec la subjectivité qui perçoit et la subjectivité qui reçoit. La vérité, elle est dans la perception de tout un chacun. Ce qui, d'une certaine manière, crée et constitue l'individu, cette espèce de lieu commun qui nous fait dire que l'individu a été inventé, voilà, c'est un beau lapsus, il a été inventé par Descartes, c'est une idée fausse. Il n'y a pas d'un Descartes comme ça qui au XVIIe siècle créerait de toutes pièces l'individu. L'individualité, elle est déjà là. On verra dans la séance suivante qui sont les sophistes, mais les sophistes vont encore plus loin dans ce perspectivisme et dans ce relativisme, et ils créent l'individu moderne, l'individu que nous sommes. Je vous disais tout à l'heure que Démocrite inventait le corps moderne. D'une certaine manière, il invente aussi l'individu moderne. C'est celui qui est la mesure de toute chose. On verra que c'est la grande phrase de Protagoras et du plus célèbre des sophistes. Mais l'homme étant la mesure de toute chose, c'est devenu aussi une vérité, mais imaginez que nous sommes 5 siècles avant Jésus-Christ. Ça reste une pensée relativement révolutionnaire. Utilitarisme, sensualisme, et j'ai parlé aussi d'un athéisme tranquille. J'avais utilisé cette expression dans un de mes livres, et j'avais été repris par Jean Salem, dont je vous dirai tout à l'heure tout le bien que j'en pense, malgré tout, parce qu'il est dans la bibliographie, c'est le seul qui a écrit sur Démocrite, et j'avais utilisé cette expression d'athéisme tranquille chez les épicuriens. Et il avait raison d'une certaine manière de me reprocher le terme, qui est un terme moderne. Il n'y a pas d'athéisme dans une conception du réel où les dieux existent. Il aurait fallu trouver une autre expression. Il se fait que c'était un clin d'œil et que l'expression d'athéisme tranquille est chez Deleuze, et que j'avais souhaité un clin d'œil à Deleuze en parlant de cet athéisme tranquille. Il n'y a pas donc d'athéisme à proprement parler chez les philosophes matérialistes, mais une définition de Dieu ou du divin qui n'a pas grand-chose à voir évidemment avec le matérialisme, mais qui suppose également que si les dieux existent, ils sont bien indifférents à ce qui advient aux hommes, ce que j'ai donc appelé un athéisme tranquille, c'est-à-dire que les dieux peuvent exister, mais ils s'occupent si peu des hommes que nous pouvons bien ne pas trop nous occuper d'eux non plus. Il n'y a pas de fortune divine et transcendante, évidemment. On ne va pas chercher dans un autre monde à quoi ressemblerait une puissance qui nous gouvernerait. Rien ne ressemble à ça chez Démocrite. Et toutes les causalités sont immanentes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose a lieu, il y a des causes pour que ces choses aient lieu comme ça et pas autrement. Donc ce qui advient parce qu'en amont, quelque chose aura eu lieu aussi. D'une certaine manière, on peut aller au-devant des questions que vous pourriez me répondre, mais qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis et pas un autre? Eh bien, je dirais un enchaînement de causalité vous fait être ce que vous êtes. Il y a donc des chances, il y a des occasions qui font que des rencontres atomiques vont pouvoir fabriquer des destins ou des trajets qui vous feront être ce que vous êtes et pas un autre. Cette espèce de nécessité qui court, elle fait absolument l'économie d'un dieu ou du divin.
En fait, chez cet homme qui pense de manière révolutionnaire et qui fonde aussi, je disais tout à l'heure, la modernité hédoniste et la modernité matérialiste, il y a une confiance absolue en l'usage de la raison et en l'usage de la raison. Et très singulièrement, quand on voit ce qu'est le XVIIIe siècle et le siècle dit des Lumières, ce qu'on appelle l'Aufklärung chez les Allemands, et que l'école dite de Francfort, philosophes du XXe siècle, qui sont Adorno, Horkheimer et quelques autres, qui eux croient aux possibilités des Lumières, aux possibilités d'une révolution française qui pourrait se continuer grâce à la raison, et bien je dirais, tous ces gens-là procèdent de ce courant-là. Il y a dans la confiance en la raison une espèce de fondement révolutionnaire, je dirais, pour des pensées qui méritent encore qu'on s'en occupe aujourd'hui. La croyance en la raison est une croyance plus que nécessaire. Quand on aura abordé en utilitariste, en sensualiste, en athée, on pourra aussi pratiquer ou envisager une diététique des désirs. J'utilise le terme diététique au sens où Michel Foucault l'utilise et où avant lui, quelqu'un qui n'est pas philosophe mais qui a écrit peut-être là son meilleur livre, qui est Gabriel Matzneff, avait parlé de diététique de Lord Byron et il avait montré que ce terme-là pouvait être utilisé comme ce qui permettait de qualifier l'identité d'un être et son art de vivre, ou de se choisir sa vie ou de la construire. Je dirais cette diététique des désirs chez Démocrite, elle suppose qu'on considère les désirs et qu'on ait une théorie du désir. Il n'y a pas, chez lui et chez ceux qui s'en réclament, de condamnation du désir et du plaisir en soi. Ça n'est jamais considéré comme un mal ou comme une faute, le désir, parce que c'est un désir. C'est considéré comme une négativité, je dirais, le désir chez Démocrite, de manière relative, et relativement aux troubles qui sont occasionnés. Le problème, ça n'est donc pas que nous désirions, c'est qu'éventuellement que ces désirs-là puissent nous troubler, puissent troubler notre existence et nous rendre notre quotidien difficile à vivre. D'une certaine manière, il y a 2 ou 3 leçons à tirer de cette diététique des désirs. Il s'agit de ne pas désirer n'importe quoi, pour le coup je dirais pas n'importe qui, de ne pas désirer n'importe comment, ni désirer n'importe quel type de plaisir. Il faut choisir quel type de désir on peut avoir et quel type de désirs sont défendables, ou du moins à quel plaisir nous pouvons consentir. Les individus qui ne consentiraient que violemment au désir ne seraient pas du tout dans une logique hédoniste, dans une logique bestiale ou animale, mais l'idée qu'un désir serait bon parce qu'il est désir n'est pas une idée hédoniste. L'idée hédoniste supposera, après la diététique, une arithmétique des désirs et des plaisirs. Elle suppose qu'un désir est bon si le plaisir qui s'ensuit, quand on l'aura satisfait de ce désir-là, est un plaisir qui ne nous détruira pas, qui ne détruira pas notre économie, notre tranquillité. Donc la grande leçon, c'est qu'il faut éviter les plaisirs qui aliènent durablement et momentanément. Chacun peut, en son fort intérieur, réfléchir sur les désirs auxquels il aura consenti et aux déplaisirs qui auront été induits par un consentement qui n'aura pas été éclairé. Tâchez d'éclairer vos désirs et vous verrez que les plaisirs s'en trouvent d'autant bonifiés. Il n'y a donc pas d'excès pensable chez Démocrite. Il ne faut pas évidemment aller chercher les plaisirs qui aliènent, mais il faut éviter aussi les excès et l'intempérance. Et puis la démesure. Là encore, les gens qui ont attaqué l'hédonisme ont souvent considéré que l'hédonisme c'était le dérèglement de tous les sens, pour le dire dans l'expression de Rimbaud, et que dans le dérèglement de tous les sens, on trouvait la définition même ou l'impératif catégorique de l'hédonisme. Ça n'est pas du tout le cas. C'est une mécanique fine, l'hédonisme, qui permet de trouver la pointe, le fin équilibre, je dirais, qui nous permet d'éviter trop ou trop peu de désirs, trop ou trop peu de plaisir, en sachant que certains désirs sont condamnables parce qu'ils induisent une négativité qui, elle, est condamnable parce qu'elle trouble, parce qu'elle rend impossible cet équilibre auquel le sage aspire. Le seul plaisir, d'une certaine manière, on se trompe quand on considère que les plaisirs sont matériels. Le seul plaisir chez Démocrite, c'est le plaisir pris à soi-même. C'est une idée importante. L'expression n'est pas de lui, mais tous les plaisirs un peu triviaux sont des plaisirs condamnés. Dans le portrait que je vous faisais de Démocrite, je vous ai montré un individu qui n'aimait pas l'argent, qui n'aimait pas les pouvoirs, qui n'aimait pas les honneurs ou les richesses. Un personnage qui traversait l'existence en considérant que le seul souci devait être le souci de la construction de soi comme un individu libre, indépendant et autonome. Eh bien, le plaisir pris à soi-même, c'est l'impératif catégorique de cette morale hédoniste. Quand Démocrite nous dit qu'il faut viser la joie,
que ce que vise une bonne morale, c'est la joie, il est bien évident qu'on a des problèmes de traduction et que le mot peut être problématique. On a déjà eu l'occasion de dire combien le christianisme avait confisqué ce terme-là et comment il donnait souvent l'impression d'être un peu sot. Enfin, quand on dit j'ai de la joie ou je vais me donner de la joie ou je donne de la joie, on paraît pas très sérieux. On préfère utiliser d'autres formules ou d'autres expressions. Je dirais que j'ai répertorié les acceptions diverses en comparant des traductions multiples et en allant voir dans le bailli. Je dirais la joie de Démocrite renvoie à la tranquillité de l'âme, à l'heureuse disposition, à la bonne humeur, à la gaieté, à la santé morale et à la fermeté d'âme. Vous voyez comment on peut faire une espèce de mixte de tout ça, tranquillité de l'âme, heureuse disposition, bonne humeur, gaieté, santé morale et fermeté d'âme. On pourrait d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que cette espèce de définition de la joie renverrait assez volontiers au gai savoir, à Gaia Scienza de Nietzsche, qui elle-même renvoyait à une érotique des troubadours qui, très médiévale, tâchait de se libérer de la tutelle chrétienne. Cette joie-là, elle suppose qu'on puisse pratiquer deux types d'hédonisme. Je dirais habituellement, c'est clair, on considère que l'hédonisme, c'est la recherche du plaisir, et que ça n'est que ça. Il est bien évident que la recherche du plaisir suppose aussi un deuxième temps ou une autre façon de procéder qui suppose qu'on recherche, qu'on évite le déplaisir, qu'on tâche de faire de telle sorte qu'on puisse éviter le déplaisir. Donc, chercher le plaisir, éviter le déplaisir, qui sont l'avers et le revers de la même médaille. Il n'est pas pensable de pratiquer l'hédonisme sans considérer que la stratégie de l'évitement du négatif, c'est d'abord ce qui permet l'économie d'un nombre considérable de désagréments. Il y a une joie à ne pas souffrir. On le sait quand on est malade. Je dirais, il y a à peu près que dans des moments comme cela qu'on est capable de considérer qu'on est un corps construit avec des organes. Les organes qui nous constituent, on en a véritablement conscience que quand ils nous font souffrir. On ne sait vraiment qu'on a des dents que quand on a mal aux dents, d'une certaine manière. Et c'est la conscience de la douleur ou la douleur qui nous permet une conscience qui va nous permettre de conscientiser ou de localiser les organes, par exemple. Et je trouve qu'il y a parfois du bénéfice et un immense avantage à aller au-devant de la joie et à se dire que ne pas être dans la douleur, ne pas être dans la souffrance, c'est un immense plaisir. Ne pas être au bord de la mort, par exemple, c'est une joie immense. Ce sont des choses qu'on sait quand on est au bord de mourir, et il y a une grande leçon de jouissance, je dirais, dans cette capacité d'un individu à adhérer au réel en se disant, tant que le négatif n'est pas là, je suis dans le positif. Comment est-ce qu'on peut éviter les troubles? Parce qu'il donne des trucs, Démocrite, et après cette théorie, je dirais, cette théorie de l'hédonisme, on peut passer à une pratique, parce que c'est éminemment praticable. Je dirais, Démocrite nous invite à faire de telle sorte que nous ne soyons ni un bon époux, ni un bon père, ni un bon citoyen, et ni un grec moyen, je dirais, enfin, pour copier la formule du français moyen. Et ce sont, je vous l'assure, des pratiques qui permettent de fabriquer le démonisme, qui permettent de conduire à la joie. Très exactement, l'inverse conduit à la négativité, à la souffrance et à la douleur. Ne pas être un bon époux, c'est-à-dire éviter le mariage. On connaît l'histoire de Xanthippe, l'épouse de Socrate, on a déjà eu l'occasion d'en parler, et les épouses sont vraiment des occasions d'augmenter la négativité dans une existence. Vous pouvez inverser, c'est pareil avec les époux, hein. On peut parler, Démocrite est un homme, donc allons-y pour les femmes, mais ça marche pour les femmes philosophes, éviter les époux, éviter les épouses. Je dirais le mariage suppose que nous allions au-devant des immenses douleurs et des immenses souffrances que sont que suppose le quotidien de la vie domestique. Un philosophe tâchera d'éviter de se marier. Il tâchera d'éviter, philosophe, un sage, quelqu'un qui voudra conserver sa tranquillité. Mariez-vous et vous augmenterez la douleur et la souffrance, d'une certaine manière. Ne pas faire d'enfants. Grande métaphysique de la stérilité chez les matérialistes et chez les hédonistes. Retenez-vous, la possibilité de faire des enfants ne vous oblige pas à y consentir. Pouvoir en faire ne suppose pas le devoir d'en faire des enfants. Que nous ayons tous et toutes le désir d'enfants est une évidence. Que tous y consentent, c'est toujours une énigme. Donc on peut pratiquer cette métaphysique de la stérilité d'abord en sachant que fabriquer des enfants, ça suppose qu'on doive les assumer un certain temps.
pour le dire comme Fernand Reynaud, et c'est assez long, ce certain temps, on s'en prend pour la vie, et Démocrite, qui pour cause n'a pas lu Freud, dit qu'une éducation, de toute façon, c'est toujours raté, c'est jamais réussi. Vous savez, on connaît cette anecdote d'un Freud à qui une mère de famille avait demandé comment il fallait s'y prendre pour bien éduquer son enfant. Elle disait, je suis enceinte, je suis en train de vous lire. Évitez de lire Freud quand vous êtes enceinte, mais comment est-ce que je peux faire? Et Freud avait répondu, faites n'importe quoi, de toute façon, ce sera mauvais. Il est impossible de réussir une éducation. D'abord parce que le paradoxe est assez singulier, où vos enfants vous ressemblent et c'est une catastrophe, ou ils ne vous ressemblent pas, et c'est une catastrophe aussi. Donc je dirais les enfants qui ne sont que des clones de ce que nous sommes, ou des enfants qui seraient à l'inverse très exactement de ce à quoi nous aspirons, c'est l'occasion d'un certain nombre de désagréments. Tous les pères de famille et toutes les mères de famille pourront sûrement confirmer. Non, bon, on verra ça tout à l'heure. Il y a des ennuis au quotidien, on craint pour la santé des enfants, on a peur du pire, l'angoisse est toujours là, il faut socialiser les enfants, il faut les lever, les laver, les habiller, les conduire au travail, leur dire qu'ils vont rencontrer des instituteurs, des institutrices extraordinaires, on sait que c'est pas le cas, que la justice c'est ce qu'il y a de mieux, le monde est injuste, que la bonté c'est ce qu'il y a de préférable, les gens sont cruels, enfin je dirais il y a cette espèce d'incapacité à tenir une bonne ligne, soit vous êtes dans la logique de l'idéal et vous fabriquez un enfant incapable de vivre dans la société, soit vous fabriquez un enfant capable de vivre dans la société, mais il sera bien loin de l'idéal. Je dirais l'éducation, elle est la plupart du temps ratée. Il y a un petit texte assez singulier, on n'a pas de pratique, enfin on ne connaît pas d'anecdote sur le comportement amoureux ou familial de Démocrite. On sait simplement qu'il y a un joli petit texte sur la masturbation, je vous le conseille, et le texte, et parce que il met très précisément, encore que, il y a des travaux pratiques à l'hédonisme, qu'il met en perspective la masturbation et la relation amoureuse. Très précisément sur la logique des simulacres, Démocrite nous dit d'une certaine manière, quand on se masturbe et quand on a une relation sexuelle, c'est très exactement la même chose. Physiquement, il se passe la même chose, au sens atomique du terme. C'est Marc Aurèle qui disait un spasme et un léger... Il parlait de morve et d'un léger spasme, Marc Aurèle, en disant ça n'est que ça. Vous savez, la sexualité, il ne faut pas aller voir ailleurs. Je ne sais pas s'il a raison, toujours est-il que, je pense qu'il a un peu tort, mais que dans la logique des simulacres qui est proposée par Démocrite, il y a une identité absolue sur le terrain des simulacres entre la masturbation et la relation amoureuse. Pour quelle raison donc s'ennuyer dans des histoires amoureuses? Tout plaisir bien ordonné commence par soi-même, on pourrait imaginer. C'est une invitation à réfléchir, plutôt qu'autre chose. Démocrite dit si l'engendrement vous travaille, si vraiment vous avez envie de faire des enfants, eh bien, il vaut mieux les adopter. C'est pas utile de les faire. Quel besoin d'aller fabriquer des enfants qui risquent très peu de vous ressembler. Encore qu'avec le génie génétique, on pourra revenir sur ces questions-là, mais prochainement. Mais Démocrite dit allez choisir des enfants qui existent déjà. Après tout, vous pourrez faire votre petit marché. Et il est mieux d'adopter des enfants qui existent déjà plutôt que d'augmenter cette espèce de négativité sur la planète en faisant soi-même des enfants. Donc évitez de vous marier, évitez de faire des enfants, pour certains c'est mal parti, évitez aussi d'être un citoyen. C'est extrêmement important dans la Grèce de l'époque, dans les cités, de mettre en cause le civisme et la citoyenneté. C'est mal porté aujourd'hui, il faut être citoyen partout encore, chez nous, il faut des entreprises citoyennes, des comportements citoyens, enfin bon, on voit du civisme partout, sauf à la tête de l'État, et il se fait que quand vous dites en Grèce qu'on peut faire l'économie du civisme, eh bien c'est assez révolutionnaire. Pour Socrate, il se fera assassiner pour moins que ça. Il y a même un tout petit texte, une toute petite phrase, c'est comme ça en passant, mais le sage chez Démocrite peut très bien faire l'économie des lois pourvu qu'il fasse le bien. C'est assez impressionnant de voir qu'un individu peut dire on peut faire l'économie des lois pourvu qu'on fasse le bien, entendons-nous bien. Ce qui d'une certaine manière renverrait, on va pas faire une dissertation sur le juridique, mais on peut imaginer qu'après tout le légal n'est pas forcément moral, que ce qui est juridiquement défendu n'est pas forcément moralement défendable. Enfin, il y a quelque chose qui fait de Démocrite un genre d'ennemi des lois, qui n'est pas antipathique, pourvu qu'on renvoie à la moralité suprême qui est l'hédonisme, bien sûr. Il ne s'agit pas de considérer qu'on doit être irrespectueux des lois, mais en même temps irrespectueux des autres aussi. Si vous êtes respectueux des autres, vous serez hédoniste. Si vous êtes hédoniste, vous serez respectueux des autres. Pas besoin pour ça, donc, d'être dans une logique civique ou citoyenne. Donc on évitera les charges politiques.
On peut éventuellement participer de loin. Je ne sais pas si Démocrite nous conseillerait de voter aujourd'hui. Enfin, on voit ce que ça donne. C'est pas forcément une bonne idée, mais on évitera de pratiquer les charges représentatives, parce que ce sont toujours l'occasion de susciter des passions mauvaises. J'en appelle aux conseillers municipaux parmi vous, aux conseillères municipales ou aux gens qui sont dans des associations et qui savent très bien que dès qu'on est dans une position de visibilité civique, on induit des jugements, des commentaires, des avis, enfin ce que Spinoza appellerait des passions mauvaises. Si vous vous tenez à bonne distance de l'État, de la cité, de la pratique politique, eh bien vous éviterez un certain nombre de désagréments, comme vous évitez des désagréments en ne vous mariant pas, en faisant pas d'enfant, en n'étant pas citoyen. Évitez aussi d'être ce que j'ai appelé un grec moyen, en pensant à l'expression français moyen, ce qui suppose une diététique des passions. Comme on a parlé tout à l'heure d'une diététique des désirs, il y a aussi une diététique des passions. Nous sommes des êtres de passion. On ne peut pas imaginer un être qui n'ait pas de passion. En revanche, ce qu'on peut imaginer, c'est de se mettre dans des situations qui nous permettront de ne pas ressentir un certain nombre de passions. Les passions mauvaises, eh bien, on tâchera d'éviter la jalousie, l'envie et le ressentiment. Ce sont des moteurs du monde, jalousie, envie et ressentiment. Schaller a écrit des très belles pages là-dessus après Nietzsche sur le ressentiment. Il y a beaucoup trop d'hommes du ressentiment, d'hommes et de femmes, entendons-nous bien au sens générique, c'est-à-dire d'individus qui sont incapables d'habiter le présent et qui parasite le présent avec du passé récurrent en permanence. C'est ça d'une certaine manière le ressentiment, c'est d'être incapable d'habiter sereinement l'instant et d'être travaillé par le passé jusque dans l'instant même, jusque dans la pratique même de l'instant. Il y a une grande idée qu'on trouve chez Démocrite, je la formule ainsi, il est un peu formulé de manière moderne, mais autrui n'est pas la mesure de moi. Ça n'est pas autrui qui doit donner ma propre mesure, et ça n'est pas à la mesure d'autrui que je dois me construire. Je ne dois pas considérer autrui comme quelqu'un qui me permettrait de savoir si je dois plus ou moins être ceci, plus ou moins faire cela, plus ou moins me comporter comme ça. Autrui n'est pas la mesure de l'idéal, parce que la mesure de l'idéal, c'est l'idéal. Pas besoin d'aller chercher son voisin pour considérer qu'il peut fournir le bon système métrique. L'idéal, c'est la vie heureuse. On doit pouvoir viser la vie heureuse, et si on a cet objectif présent à l'esprit, eh bien, on pourra rire. Et ce sera d'une certaine manière ma conclusion. Quelques mots sur le rire chez Démocrite et sur le rire chez les philosophes, parce que c'est une idée importante. Jésus ne rit pas. On se marre pas avec Jésus. Et si vous cherchez partout dans les évangiles qui ont été retenus, les évangiles dits canoniques, vous ne verrez ni rire ni sourire de Jésus. Il mange pas d'ailleurs non plus. Enfin, il fait rien de ce qui est réjouissant. Il mange du symbole, mais il mange pas réellement. Mais il n'y a pas de rire chez les chrétiens. Et il y a une tradition des philosophes qui rient et qui font rire. Et il y a des philosophes qui font un lignage à partir de Leucippe, on ne sait pas, mais Démocrite s'en fait partie. Je dirais, qui est capable de rire? Eh bien, ceux qui savent que le rire est libérateur et aristocratique. Quand on ne craint rien ni personne, qu'on n'a pas le souci de Dieu ni de maître, qu'on est dans une logique de l'autonomie complète, alors à ce moment-là, on peut rire. Je dirais que le personnage qui sait comment on réalise la joie a le mode d'emploi d'une certaine manière. Ça suppose quoi? Adhérer au réel, aimer la vie, célébrer le corps et n'avoir peur de rien. J'ai retenu ces idées-là, qui sont des idées qui traversent de manière récurrente la philosophie hédoniste. Adhérer au réel, c'est-à-dire ne jamais considérer que le réel doit nous résister, l'épouser, faire avec, l'aimer d'une certaine manière. Ça donnera l'amor fati plus tard chez Nietzsche. Aimer la vie. Il y a trop d'individus qui n'aiment pas la vie et qui aiment la mort et qui préfèrent ce qui ressemble à la mort et aux pulsions de mort, la destruction, l'assassinat, la négativité, les vacheries. Vous savez que quand on vous envoie la figure en permanence, vous avez des individus qui ne s'aiment pas, qui n'aiment pas la vie et qui construisent l'existence sur un terrain miné dans ces cas-là. Célébrer le corps, c'est-à-dire considérer que il n'y a qu'un corps et que c'est avec ça qu'on peut faire. On s'aperçoit que le post-christianisme, ou que la pensée, là où nous en sommes actuellement, c'est-à-dire après le christianisme, ne nous laisse plus que ça. Il n'y a plus que le corps, il n'y a plus qu'avec ça que nous devons compter après la fin des grands discours, je dirais. Eh bien, il faut le célébrer, ne pas le considérer comme un ennemi. Et d'une certaine manière, quand on aura cessé, quand on n'aura plus peur de rien, alors on sera dans cette sagesse qui nous permettra de rire. C'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement, cette histoire du rire de Démocrite, qu'on oppose aux pleurs et aux larmes d'Héraclite.
Et d'une certaine manière, c'est une antithèse et c'est un autre couple. Je vous avais déjà parlé d'un premier couple qui était le couple Platon-Démocrite, de cette opposition entre le matérialisme et l'idéalisme, entre le monisme et le dualisme, entre la philosophie du réel et la philosophie des arrière-mondes. Il y a une opposition entre ces deux-là, et bien une opposition aussi entre Héraclite et Démocrite. On dit toujours de Démocrite qu'il est le poète qui rit. Il faudrait goûter très précisément la langue grecque et aller voir comment Démocrite écrivait, mais il fait partie des auteurs de la tradition poétique, des auteurs lyriques, des auteurs qui prenaient soin d'être clairs et d'être lisibles. Ça aussi, c'est une tradition philosophique qui marche avec les rieurs et les matérialistes. Et puis on a chez Héraclite une réputation qui est aussi qui lui vaut son surnom. On parle d'Héraclite l'obscur, parce que on ne comprenait pas ce qu'il disait, pas toujours. C'était assez impénétrable parfois, tel ou tel fragment, telle ou telle phrase, tel ou tel texte. Ce ne sont pas des fragments qu'il a écrits, ce sont des fragments qui sont restés. Il y a cette opposition entre la clarté poétique de Démocrite et puis l'obscurité d'un Héraclite qui pleure tout le temps. Cette construction-là, elle se fait au travers des siècles, mais surtout à la Renaissance. Il y a un chapitre d'ailleurs des Essais de Montaigne dans le livre 1 et le chapitre 50 qui oppose Démocrite et Héraclite. Et vous avez, souvent, Montaigne annonce un titre et fait parfois le contraire, mais de ce qu'il annonce. Mais il y a cette opposition entre deux façons de penser, deux façons de considérer le monde. Et on retrouve ça dans la peinture. Vous avez ça chez Jordaens, chez Rubens, ça fait aussi des oppositions. Enfin, vous trouvez même dans des peintures un peu plus modestes, dans des musées de province, je dirais. Et puis il y a un autoportrait assez singulier, qui est une invitation paradoxale sur quoi on va presque pouvoir conclure, qui est un autoportrait de Rembrandt. Et Rembrandt s'est peint sous les traits de Démocrite, en train de peindre, et il est en train de peindre Héraclite. C'est assez singulier, ce peintre qui se donne les traits de Démocrite et qui en même temps, sur sa toile, peint Héraclite. Je dirais, dans ce joyeux paradoxe, on pourrait conclure en disant que notre époque philosophique est sous le signe d'Héraclite. Et depuis longtemps. Je pense que l'idéalisme platonicien, l'idéalisme chrétien et l'idéalisme allemand ont beaucoup fait pour nous installer sous le signe de l'obscurité et sous le signe de la tristesse, sous le signe de la négativité aussi. Je dirais notre époque est obscure parce qu'elle pleure, bien souvent. La tradition philosophique est souvent obscure et à dessein, comme si parfois on était d'autant plus profond qu'on était obscur. Et je souhaiterais, moi, et je souhaiterais avec vous, et ce séminaire y contribue, mais qu'on puisse renouer avec la tradition des philosophes qui rient. Et singulièrement, on retrouvera évidemment Démocrite, mais Aristippe et tous les Cyrénaïques, Diogène et tous les cyniques, et puis Épicure et les épicuriens. Je dirais quand on traverse, Montaigne aussi est un grand rieur, et quand on traverse les siècles, on accède à Nietzsche et à Foucault, qui sont aussi deux individus qui pratiquaient le rire et qui le pratiquaient théoriquement et qui le pratiquaient aussi dans leur vie courante. Je dirais que le rieur est celui qui prend le monde au sérieux, mais pas au tragique. Et je vous invite à rire autant que vous pourrez, mais plus tard. Merci de votre attention.